Clairement marbré, j'ai trouvé une île abandonnée. Les loups, les mains, elles se réfugier. Les loups, les mains, elles se baladaient. Ben en fait, les alternatives, c'est un mouvement qui est issu historiquement du PSU, donc le Parti socialiste unifié, historiquement, hein, donc qui se réclame de valeurs sur l'écologie, donc l'exploitation de l'homme sur la nature, donc aussi de l'autogestion, c'est-à-dire que le rêve, ce serait qu'on ne délègue plus nos pouvoirs à des politiciens, quoi, et qu'on se prenne en charge au niveau de la société et qu'on fait vraiment, on autogère à la fois la vie quotidienne, les cités et les usines. C'est fortement utopique dans la période où on est, mais bon, il y a des exemples en France où, par exemple, les marins là, de Sea-France, ils ont racheté leur société et maintenant elle est en coopérative autogérée. C'est plus un patron qui touche les dividendes, mais c'est réparti entre les salariés. Alors on est aussi pour le féminisme, hein, donc l'égalité homme-femme, c'est très important parce que après malheureusement un siècle après la Révolution française, on en est toujours au point donc il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, donc et la démocratie, on est pour une forme de démocratie beaucoup plus directe, beaucoup plus participative que les institutions proposent, quoi. Donc moi-même j'ai été élu à Grenoble. Mais c'est une forme de participation où vraiment il faut que les gens y participent beaucoup plus directement. Je pense qu'il y a une vraie crise en France à cause de ça. Très bien. Que se passe-t-il pour les alternatives durant ces 3 jours à Méaudre ? Alors donc c'est l'université d'été, pour nous c'est un temps fort, hein. Donc là c'est le thème, c'est Nouveau Monde, Ancien Monde, Nouveau Monde, hein. Donc on a beaucoup parlé des printemps arabes, des transformations dans tous les pays de ces pays, l'Égypte, la Tunisie. Et c'est important pour nous d'analyser un peu ce qui se passe aussi avec tous ces mouvements sociaux. Il y a des choses très intéressantes. On sent donc qu'on a un tournant de fond. Par exemple, les indignés espagnols, grecs. Hier, j'étais à un atelier avec ce qui s'est passé à Occupy Wall Street avec les Américains. Donc, c'est hyper intéressant. On sent que les gens, on ne peut pas être là que pour faire du profit et puis se foutre des gens, exploiter les gens et faire du profit. Voilà. C'est ça la grosse question. Ok. Y a-t-il une couleur politique prédominante et durable des alternatives depuis leur création ? Ou bien vous situez-vous au-delà des clivages droite-gauche ? Ouais, alors, bon, les alternatives, alors après, tout ça, c'est un peu... quand on dit gauche-droite, ça dépend de quoi on parle. Mais pour moi, la gauche, ça s'inscrit dans une pratique, dans un rapport à l'autre. Donc, si on veut parler de ça, oui, effectivement, si on veut parler de changement en profondeur, ça s'inscrit très à gauche, quoi. Bon, officiellement, les préfectures nous classent à l'extrême gauche, mais bon, moi je serais plutôt pour une gauche de transformation, voilà, puis une gauche, mais ça ne veut pas dire qu'on est des révolutionnaires, on est pour une progression lente de cette révolution, quoi, donc, mais surtout des changements d'attitude, quoi. Ok. Lors de vos rassemblements, parlez surtout des problèmes internationaux. Oui. Pourquoi ne pas organiser des ateliers autour de problématiques nationales et locales ? Oui, c'est une bonne question, ça. Parce que, en fait, bon, cette thématique, les universités d'été, ça dure depuis 20 ans. Par exemple, il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, on était à Saint-Denis et on était sur la problématique des quartiers et des banlieues. Bon, là, chaque fois, on choisit une thématique. Mais bon, par contre, on pourrait faire le lien entre ce qui se passe en Égypte ou en Tunisie, même dans les pays arabes, avec ce qu'on vit actuellement sur des banlieues et tout. Alors c'est peut-être un peu difficile à faire ce lien parce que c'est pas évident, mais on aurait peut-être dû prendre des thèmes comme ça aussi avec les gens de Grenoble ou des environs de Grenoble au niveau des alternatives pour peut-être faire des liens entre l'international et puis le local.
Par exemple, moi je suis très très investi dans le local à Grenoble. J'ai été élu sur les quartiers populaires pendant un mandat, parce qu'on n'est pas pour le cumul des mandats, ni pour devenir des notables, quoi, voilà. Donc il faut qu'il y ait un tourné, que ça tourne. Voilà. Mais c'est intéressant de poser cette question. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par autogestion? Cela recouvre-t-il l'idée d'une nouvelle assemblée constituante? Oui, ça voudrait dire que... Alors bon, Arnaud Montebourg, il appelle ça la 6e République, mais bon, c'est un peu ça quand même le chemin, mais ça va au-delà, quoi. Nous, on se dit, les présidentielles, de la forme dont sont faites les institutions en France, elles sont quand même très autoritaires et très autocratiques, quoi. Moi, je peux en parler, hein, j'ai été élu, donc c'est souvent des pouvoirs qui reviennent dans les mains d'une seule personne, quoi. Et ça, pour nous, il faut changer ça de fond en comble, refaire une nouvelle constituante, en donnant la parole aux gens. Ça veut dire en redonnant beaucoup plus de délibératif et de législatif, enfin, vraiment du délibératif que plutôt de l'exécutif, quoi. En France, c'est très, très exécutif, quoi. On a vu les présidentielles. Comment remettre le pouvoir dans les mains d'une seule personne, ça paraît, à mon avis, ça me paraît plus adapté. Et je pense qu'une des crises que les gens n'aient pu voter, l'abstention, etc., c'est que les gens se retrouvent plus dans ce modèle-là. Donc c'est un modèle qui commence à être dépassé et il va falloir trouver d'autres formes de démocratie que celle-là, quoi. Bonjour, je m'appelle Vincent Liéger, je suis membre du Parti pour la décroissance et puis là je passe un super week-end à l'Université d'été des Alternatifs dans le Vercors. C'est un cadre magnifique et c'est assez agréable pour parler de choses difficiles parce que je crois que le monde actuel est en train de vivre une convergence de crises sans précédent. On peut parler d'une crise anthropologique ou une crise de civilisation. Alors on entend beaucoup parler d'un côté de la crise économique et financière et tous ses méfaits sur le quotidien des personnes à travers les plans d'austérité qui sont toujours plus barbares. On parle d'un autre côté de la crise environnementale et on a du mal à faire le lien entre les deux. Puis moi je rajouterais aussi d'autres crises, une crise politique, démocratique, sociale, voire culturelle. Est-ce que notre civilisation ne s'est pas enfermée dans un délire consumériste qui n'a plus de sens? Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec la décroissance, quoi. Avec ce mot obus, ce slogan, on essaye d'ouvrir un débat, de critiquer tout un certain nombre de croyances implicites qu'on a dans cette société. La croyance que le toujours plus est toujours mieux, que la croissance apporte nécessairement plus de bien-être, alors que peut-être le bien-être, le buen vivir, comme on dit par exemple en Équateur, le enjoyment of life, la joie de vivre, comme disait Nicolas Georgescu-Roegen, l'un des pères de la décroissance, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus, à la fois plus complexe, mais aussi beaucoup plus simple, plus complexe, plus simple, plus humain. La décroissance, c'est de rappeler que ce qui reste le plus important aujourd'hui dans nos vies, c'est quand même notre relation à l'autre, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est la relation à la famille, c'est la solidarité. Et il faudrait qu'on remette un peu plus ça dans nos sociétés et qu'on commence à construire une transition vers de nouveaux modèles économiques, à la fois soutenables et surtout désirables, où on se réapproprie les économies, les outils, on se réapproprie un sens qu'on donne à notre vie sur ces trois questions: qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage, et ainsi redonner du sens à nos vies. Et pour toi, quel est un peu le moyen le plus abouti qui pourrait donner un réel résultat? Alors il y a plusieurs choses qui sont déjà un peu en cours. On parle des alternatives concrètes, c'est toutes ces personnes qui décident de vivre un peu en marge de la société, qui commencent à expérimenter de nouvelles manières de vivre ensemble, de nouvelles manières de produire ensemble, de nouveaux modèles économiques. Et je pense qu'à travers ce type d'expérience, d'expérimentation, on a un vivier d'exemples qui ne sont pas applicables de manière identique partout, mais qui peuvent donner des idées. Je dirais que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on vit une crise économique terrible où les plans d'austérité poussent des populations désespérées au suicide, ça entraîne des maladies terribles, ça détruit le tissu familial, le tissu social, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on pense à mettre en place un revenu inconditionnel d'existence pour protéger les populations, et des populations protégées peuvent derrière se réapproprier le sens qu'elles donnent à leur vie pour tendre petit à petit ce revenu inconditionnel d'existence vers ce que nous on appelle une dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas donné en argent
d'argent, mais qui est donné en droit d'accès, droit de tirage, donc accès à un logement, accès à un lopin de terre pour faire son jardin, un atelier pour faire par exemple un atelier autogéré vélo. Un accès de tirage sur l'eau, la nourriture à travers une monnaie locale non spéculative, sur les énergies, etc. Tout en questionnant, au fur et à mesure, à travers une repolitisation de la société, une resocialisation de la politique, tout en impliquant le citoyen sur une réflexion. On discute ensemble de manière délibération citoyenne sur qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage et comment on se réorganise, comment on se réapproprie localement nos choix de vie. Ben merci. Je te remercie. Fatih Chamki, je suis donc tunisien, je suis universitaire et surtout militant pour une Tunisie libre, souveraine, sociale, démocratique, écologique. Et plus précisément, pour parler de la situation actuelle de la Tunisie, 1 an et demi après la révolution, le processus révolutionnaire qui a été donc mis en place par cette révolution se poursuit. Il est vrai que le système contre lequel le peuple s'est révolté est toujours en place. Nous avons arraché pas mal de droits, surtout droits politiques, droits d'association, droits syndicaux aussi, droits de manifestation. Mais sur le plan social, la situation malheureusement s'est aggravée. Il y a plus de chômage, plus de pauvreté, plus d'exclusion, etc. Et je pense que cette évolution est due au fait que cet ancien modèle, régime économique, se maintient contre la volonté donc exprimée par la majorité des Tunisiennes et Tunisiens. Ce modèle ou cette agression est le fait, moi je le pense, par des forces impérialistes et au premier rang desquels il y a les États européens, la Commission européenne, les institutions financières internationales, l'administration américaine, et puis aussi, il ne faut pas oublier le rôle aussi des régimes inféodés arabes, notamment celui du Qatar et de l'Arabie saoudite. Concrètement, donc, face à un processus révolutionnaire qu'on essaie d'étouffer, face à des aspirations populaires qu'on essaie toujours d'évacuer et de mettre toujours en avance les intérêts du capital étranger et de ses alliés locaux. Voilà, je pense que ça, c'est la volonté de la contre-révolution, mais la volonté populaire, aujourd'hui, qui a été libérée grâce à la révolution de la peur et du sentiment d'impuissance et de l'idée que le présent est le seul avenir possible. Je crois que le combat ne fait que commencer. Ce processus de décolonisation ou d'achèvement de la décolonisation, de la souveraineté populaire, c'est très important. Ce processus donc ne fait que commencer. La route sera encore longue et difficile, mais je pense que ça y est, c'est fini. L'élan ou les énergies qui ont été libérées, ils ne pourront jamais être apprivoisés, être opprimés. Les tentatives vont faire des dégâts de la contre-révolution, mais je suis d'abord enchanté par la révolution, heureux, et maintenant c'est à nous d'écrire notre propre histoire. Chacun, chacune et chacun, nous devons écrire notre propre histoire alors qu'on a subi l'histoire des maîtres qui l'ont écrite à notre place, une histoire contre nous. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de la Tunisie, et même aussi pour les peuples de la région, du Machrek et du Maghreb, du monde arabe, que finalement, on commence à écrire notre propre histoire. Comme on dit, les peuples ont fait éruption dans le champ politique
pour dire il y en a marre maintenant, les minorités, les profiteurs, tous les alliés ou les suppôts ou les agents de l'impérialisme, il y en a marre. Nous voulons donc vivre libre, vivre dignement, être les maîtres chez nous, décider de ce qui est bien ou de ce qui est mauvais pour nous, et surtout faire en sorte que notre effort, notre économie, nos activités économiques nous profitent d'abord à nous, et que leur objectif soit d'abord la satisfaction de nos droits, de nos besoins, parce que les besoins des classes populaires, de la jeunesse, sont en fait un atout pour l'avenir de la Tunisie et ne sont en aucune sorte un handicap. Ils veulent dire qu'ils veulent, eux, ceux d'en face, donc de la contre-révolution, ils veulent nous faire croire que nos revendications, que nos droits sont autant d'handicaps pour l'économie, pour le développement de la Tunisie. Et nous pensons au contraire que ce sont des atouts. Et voilà, je suis confiant, content, motivé par cette révolution, par ce processus. Et même si la situation actuelle est un peu difficile, mais je crois que nous finirons par vaincre, par avancer, par se débarrasser de la domination impérialiste et capitaliste. Et il n'y a pas d'autre alternative. On gagne, sinon on restera toujours des esclaves, quoi, et on crève plutôt. Vous pouvez me donner, nous, un exemple justement de l'impérialisme, comment il agit chez vous? Oui, alors, un exemple d'abord, il s'approprie une bonne partie de cette économie, plus de la moitié, je veux dire, je peux par exemple plusieurs indices pour dire à quel point cette économie est appropriée et confisquée par l'investissement ou le capital étranger. Je l'ai dit tout à l'heure, une entreprise sur 3 employant plus de 10 personnes dans l'industrie et dans les services est étrangère. Plus de 50% des gens qui travaillent dans le secteur industriel et dans les services sont embauchés par le capital étranger. C'est vrai que ça varie. On passe de 100% totalement étranger à ce qu'on appelle participation. Mais généralement, même quand c'est une participation du capital étranger, en fait, c'est la même nature, les mêmes objectifs, etc. Alors, autre exemple, les deux tiers des exportations qui partent de la Tunisie sont en fait des exportations d'entreprises étrangères opérant en Tunisie. 2 tiers des exportations, c'est énorme. C'est-à-dire que les ventes, les revenus de ces exportations ne reviennent jamais en Tunisie. C'est seulement de manière comptable qu'on les appelle tunisiennes. Par exemple, autre exemple, et je terminerai par ça, pendant 23 ans, le gouvernement de l'ancien dictateur a pratiqué une politique de privatisation à tout vent de tout ce qui est pratiquement le secteur qui était public, et plus de 70% de cette privatisation a été au bénéfice des entreprises ou du capital étranger. Donc on voit bien que ce capital, finalement, maîtrise, contrôle directement une bonne partie de l'économie locale, ce que j'appelle, moi, une économie coloniale. Donc la Tunisie est en situation de pays dominé politiquement et dominé économiquement. Merci. Merci. Oui, donc bonjour.
Moi je m'appelle Fivos et je suis militant du mouvement social en France. Par ailleurs je suis grec et en fait je fais mes études ici. Et donc aujourd'hui on est ici pour discuter un peu autour de la question autour de la Grèce et ce qui se passe là-bas. Donc tout d'abord entre guillemets, comment la Grèce est arrivée là, parce que là on est fin août, les médias parlent beaucoup moins de la Grèce que par rapport à il y a 12 mois ou il y a encore 3 mois quand il y avait les élections. Donc en fait, on peut dire que entre guillemets, la crise grecque, ça revient d'une façon périodique ou cyclique dans les médias en France et à l'international de manière générale. Mais en réalité, le problème il est toujours là, c'est-à-dire le problème, les gens ils les vivent tous les jours sur place et c'est vraiment très difficile. Donc la Grèce en est arrivée là. Au début, c'était principalement un problème d'endettement public. Et juste pour donner un chiffre, parce qu'il y a eu beaucoup d'arguments et des faux arguments véhiculés durant les 3 dernières années. Par exemple, la Grèce payait en 2010, avant toutes les coupes budgétaires au niveau des salaires et toutes les coupes au niveau des budgets sociaux, payait pour les salaires et les pensions de retraite auprès de ses fonctionnaires et ex-fonctionnaires 23 milliards d'euros, alors que la même année a payé 26 milliards d'euros pour le remboursement de la dette. Donc, pardon, 32 milliards d'euros pour le remboursement de la dette. Donc, ce qui fait que le recours auprès de la Troïka pour un sauvetage entre guillemets du pays, c'était pas la seule solution. Il y avait la solution d'arrêter de payer les remboursements de la dette, et c'était principalement des banques allemandes et dans un deuxième plan des banques françaises qui détenaient cette dette. Donc en fait, tout ça c'est fait pour un sauvetage en réalité pas ni de l'État grec, ni de la société grecque, ni du peuple grec, mais en réalité pour un sauvetage des banques européennes, principalement les banques allemandes et les banques françaises comme Société Générale, BNP Paribas, ou en France comme la Deutsche Bank, etc. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qu'on entend souvent dire, les Grecs sont arrivés là parce que c'est des feignants, ils ne payent pas d'impôts, ils cassent des assiettes au bord de la mer, ils boivent de l'ouzo. Déjà si ça c'était vrai, on peut se poser légitimement la question pourquoi l'Irlande, le Portugal, maintenant l'Italie, bientôt peut-être d'autres pays sont arrivés dans une situation similaire à la situation de la Grèce. Et deuxièmement, en fait, tout ça, c'était des arguments utilisés par les médias grecs et les élites grecques pour inscrire un sentiment de culpabilité au dos des gens là-bas pour accepter toutes ces mesures-là. Et donc, ce qui au début avait fonctionné, quoi. Au début, il y avait des résistances, il y avait des gens qui voulaient pas accepter ça, mais ça restait quand même minoritaire par rapport à l'ampleur que le mouvement de contestation a pris aujourd'hui. Et tout ça, comme je disais tout à l'heure, c'était parce qu'il y avait beaucoup de faux arguments véhiculés, il y avait beaucoup de promesses faites par le FMI. Dominique Strauss-Kahn, à l'époque directeur du FMI en personne, avec Papandreou, l'ancien Premier ministre, qui disait « Ne vous inquiétez pas, bientôt les choses vont s'arranger, c'est la dernière fois qu'on prend les mesures d'austérité » ou comme on entendait en France souvent le sommet de la dernière chance au niveau européen pour que Sarkozy, Merkel et les autres dirigeants européens sauvent l'Europe et particulièrement la Grèce. Donc tout ça, c'est une situation qui dure en Grèce depuis 3 ans, toujours avec les mêmes arguments, vous avez trop consommé tout ça, alors que finalement, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'au niveau européen, la Grèce a quasiment moins de fonctionnaires que les autres pays européens, elle dépense beaucoup moins de budget au niveau des budgets sociaux, par contre, elle dépense beaucoup pour le remboursement de la dette, comme d'ailleurs d'autres pays, ou la France et d'autres pays. Et tout ce qu'on voit en fait, c'est entre guillemets la même problématique. C'est un problème qui était au début un problème de la dette, s'est transformé en réalité un peu plus tard un problème monétaire, et surtout ils ont voulu faire passer l'idée que c'est un problème de compétitivité. Donc une fois qu'ils ont baissé les salaires des fonctionnaires et les retraites des ex-fonctionnaires
peut estimer qu'on fait des calculs depuis le début de cette crise, depuis 3 ans en fait, les fonctionnaires ils ont perdu en moyenne 50% de leur salaire et les impôts ont augmenté d'autant plus. La TVA est passée à 23%, il y a eu des taxes exceptionnelles sur l'habitat, des taxes exceptionnelles sur les revenus. Donc une fois qu'ils ont réglé entre guillemets le problème du public, c'est-à-dire quand je dis ils ont réglé de leur façon, de leur point de vue, c'est-à-dire ils ont baissé les salaires et les coûts du travail dans la fonction publique, ils font maintenant la même chose depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi dans le secteur privé, c'est-à-dire avec l'argument, regardez, en Bulgarie le coût du travail est moins important, en Estonie il est beaucoup moins important, donc il faut s'aligner vers le bas avec les salaires de ces pays-là. Ils font le même coup et du coup on se retrouve dans une situation où les salaires baissent aussi dans le privé, alors qu'au départ c'était pas du tout un problème du privé, c'était essentiellement un problème d'endettement public. Et toujours avec les mêmes arguments, vous n'êtes pas assez productif, vous ne travaillez pas assez, alors que toutes les statistiques d'Eurostat démontrent le contraire, quoi. En général, les pays du Sud ils travaillent beaucoup plus que les pays du Nord, ils ont beaucoup moins de vacances et la productivité elle est aussi importante. Donc tout ça c'était des arguments utilisés pour véhiculer les idées comme quoi c'était impératif d'accepter les plans de la Troïka, les plans d'ajustement du FMI et de l'Union européenne. Et aujourd'hui on est dans une nouvelle phase en fait, suite à la grande contestation qui avait lieu depuis, on va dire, entre 2010 et 2011 avec les grandes manifestations l'an dernier. Il y a eu cette année les élections. Il y a eu un chantage énorme de la part des élites grecques, mais aussi des élites européennes, à la fois les médias et comme aussi les politiques, comme quoi une victoire d'un autre parti que la droite grecque ou le Parti socialiste amenait le pays dans une catastrophe et à la sortie de la zone euro, alors que ceci n'est pas du tout vrai. Donc il y a eu tout un chantage les 2-3 derniers mois et ça c'était le résultat surtout de la peur qu'ils ont eue durant les 2 dernières années de résistance qui ont précédé. Par exemple l'an dernier quand il y a eu le grand mouvement des indignés, il y avait des énormes manifestations en Grèce qui ont littéralement fait bouger les plaques tectoniques du pays, c'est-à-dire tous les anciens liens des dépendances qui existaient entre la population et les élites, surtout les partis politiques, la droite et le PS, ils sont effondrés. Les hommes politiques, comme aussi les médias qui véhiculaient la propagande de la Troïka, l'été dernier et comme aussi cet été, ils n'ont pas pu faire leurs vacances tranquillement. À chaque fois qu'ils apparaissaient à un endroit public, ils étaient poursuivis par les gens qui avaient de la colère tout simplement avec tout ce qu'ils subissaient depuis maintenant 2-3 ans. Et donc toutes les résistances qu'on a vues les 2-3 dernières années, qui étaient à la fois au niveau de la rue contre toutes les baisses des budgets sociaux, contre les diminutions de salaire, contre très souvent des choses plus concrètes, c'est-à-dire la coupure de l'électricité pour des foyers qui n'avaient pas l'argent de payer leurs factures. Quand je dis qu'ils n'avaient pas l'argent de payer leurs factures, c'est parce que une taxe exceptionnelle sur l'habitat était imposée, supplémentaire comme je disais tout à l'heure, et surtout ils obligeaient les ménages à payer ces taxes à travers la facture EDF, donc la facture d'électricité. Donc ils faisaient un lien direct entre l'électricité qui est quand même aujourd'hui dans nos sociétés un besoin vital pour les gens pour vivre, avec une rentrée fiscale. Et du coup, ces grandes résistances qui ont aussi débouché à des grandes grèves comme on a vu dans une usine qui produit de l'acier en Grèce. Cette grève a duré 9 mois. Les résultats, c'est aujourd'hui le nouveau gouvernement de la droite en coalition avec le Parti socialiste. Ils ont échangé en fait les places. Il y a la droite maintenant qui est en tête et le Parti socialiste qui est en 3e position. Et on se retrouve dans un climat social toujours très tendu. Les élections, ils ont démontré que certes, les forces anti-austérité, ils n'ont pas gagné, la droite a gagné, mais il s'agit d'un consensus et d'une situation politique très, très affaiblie. Il faut savoir qu'en Grèce, la droite avec le Parti socialiste ont toujours fait plus de 90%, et aujourd'hui ils font moins de 45% avec tous les alliés pro-austérité. Et du coup, les mesures d'austérité continuent toujours à être prises par ce gouvernement-là. De nouvelles diminutions de salaire sont annoncées avant-hier, des privatisations de l'ordre de 50 milliards d'euros sont annoncées, et surtout, tout ce qui est annoncé en fait, il est effectué, contrairement à ce que les médias européens nous expliquent ici.
Et du coup, ceci fait qu'il y a un climat toujours aussi explosif en Grèce. Et je pense que dans les 2-3 mois à venir, la Grèce reviendra dans la une de l'actualité en France comme dans les autres pays européens, parce que le problème il est loin d'être réglé. Et tant qu'il n'y a pas un changement radical de la situation politique et économique qui passe surtout, à mon avis, par une annulation de la dette et une autre façon de gouverner le pays, les problèmes sont là et ils vont perdurer. Merci. Bonjour, donc Fouad El Khatrib, français d'origine syrienne, naturalisé. Je suis professeur à l'école de commerce de Grenoble et à l'université Entourage de Fini. J'enseigne l'arabe, l'histoire de la civilisation arabo-musulmane et la calligraphie. Donc je suis là aujourd'hui pour parler de printemps arabe, le cas syrien. Donc la Syrie, comme vous le savez, actuellement, elle se trouve dans une situation difficile. Quelquefois on appelle la crise syrienne, le dossier syrien, et les militants l'appellent la révolution syrienne. Cette révolution qui a commencé le 15 mars 2011 contre un régime militaire, totalitaire, corrompu et corrupteur. Donc la révolution syrienne, au départ, elle n'est pas orchestrée par une force extérieure. Il a toutes ces raisons intérieures qui viennent de la nature du régime, qui a duré depuis 40 ans. Le père, il a gouverné la Syrie 30 ans, le père Assad, et puis le fils 10 ans. Pendant ces 40 ans, il a transformé la société syrienne et l'armée syrienne. Il est devenu l'armée de l'État. Et acteur de l'État et allié au pouvoir politique, civil. Donc la révolution, elle est partie pour la liberté et la dignité, pour la multipartie, pour le droit de l'expression, pour se libérer de la République de la peur. Mais le régime, il a traité comme un complot extérieur, comploté par des forces qui veulent sa tête, comme les États-Unis et les Européens. Donc il a utilisé l'armée pour réprimer cette révolution. À cause de cette façon de gérer la révolution, une partie des manifestants et certains éléments de l'armée ont appelé à l'armement de la révolution. L'armement de la révolution commençait avec le désertement de certains éléments de l'armée qui ont refusé l'ordre de tirer sur les manifestants. Mais petit à petit, ils se sont rejoignés par des volontaires civils de toutes sortes, engagés idéologiques ou non engagés, mais tous réunis autour de l'idée de faire tomber le régime par la force, c'est-à-dire par les armes. Ce qui a fait que d'une part, le régime il a opprimé la révolution pacifique, et d'autre part, une fraction politique et rebelle a fait appel à l'arme, soutenue par les désertants qui a formé plus tard l'armée libre syrienne. Ce qui a fait que la révolution pacifique elle est glissée vers la militarisation. D'où le conflit actuellement entre l'armée officielle et l'armée libre syrienne. Le retrait relatif de la manifestation, des pacifiques, etc. Donc la révolution syrienne, elle se transformait de quelque sorte en une révolution armée et qui a mené à cause du régime vers une guerre civile. Cette armée libre syrienne, elle a besoin de l'argent, elle a besoin de l'arme, des armes. Donc il faut un financier qui donne des sous et des sources d'armement. Alors actuellement, il se trouve que la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar donnent des armes et des sous sous les yeux des Américains, qui sont d'accord et qui ont donné le feu vert. Donc les Américains ne sont pas impliqués directement dans l'intervention, mais ils laissent leurs alliés dans la région intervenir. Ce qui a transformé la révolution en conflit international sur la terre syrienne, aussi le veto russe et chinois au sein du Conseil de sécurité.
Et chacun de deux partis défend ses propres intérêts stratégiques. Les Américains veulent un régime syrien nouveau, pro-américain, anti-iranien, anti-Hezbollah. Les Russes se tiennent avec les Chinois le régime parce que c'est un marché, c'est une source d'achat des armes. Et l'armée syrienne, elle est formée historiquement par les Russes, même à l'époque soviétique. D'accord ? Donc il y a des intérêts stratégiques de deux côtés. Les Américains ne veulent pas un régime démocratique réel, laïque, démocratique, nationaliste, parce que ça les gêne dans ses relations arabes et anti-israéliens. Donc ils veulent un régime démocratique, entre guillemets, ok, mais pas anti-américain, pas anti-israélien et anti-turc, leurs alliés. Donc ils veulent changer le régime qui a des liens forts avec l'Iran et le Hezbollah au Liban par un régime pro-turc, pro-saoudien, pro-Qatar, qui n'embête pas ni les intérêts stratégiques des Américains ni Israël. D'ailleurs, si on coupe l'armement de l'armée syrienne, je ne vois pas comment la future armée peut combattre Israël privé de ses sources d'armement. Donc, le discours américain n'est pas pour favoriser la démocratie ou la laïcité ou le droit de l'homme en Syrie, c'est de se débarrasser du régime embêtant qui les embête par ces alliances stratégiques avec l'Iran d'un côté, avec les Russes et avec le Hezbollah, avec Hamas de Palestine. Je vous remercie. Voilà. Donc c'est une université d'été sur International, troisième jour déjà, le temps passe vite. Moi je trouve vraiment ici ce que je suis venu y chercher, quoi. Et le lieu de vie, et la convivialité, le cadre, parce que ça compte, et le contenu, parce que vraiment, moi les intervenants que j'ai rencontrés ce matin, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai eu des réponses à beaucoup de questionnements. D'abord une réunion plénière sur la situation suite au processus révolutionnaire du monde arabe. Et après, j'ai participé à un atelier sur la situation en Palestine avec un des grands spécialistes de cette question qui est Bernard Ravenel, qui travaille sur les processus non violents en cours en Palestine. Et, moi, vraiment, j'ai été comblé par ces deux moments de ce matin. Et cette université d'été, on peut déjà dire qu'elle sera une réussite. Pourquoi ? Parce qu'il y a le cadre, on mange sainement des produits bio et locaux. Et puis il y a des gens qui ne font pas partie des alternatives et c'est important que le mouvement reste ouvert à beaucoup de gens. Des gens qui soit font partie d'autres organisations, soit sont venus là parce que le contenu les intéressait, point barre, et ils y trouvent aussi sans doute des choses. Voilà ce que j'avais envie de dire.